Fausse alerte, il n'y a pas d'enfants actuellement en danger à Semekpodi. Un message circule depuis jeudi 15 août 2024 dans des médias annonçant que 40 enfants prédestinés à des sacrifices humains auraient été retrouvés à Djeregbe dans la commune de Semekpodi, département de l'Ouémé. Alertés, les services techniques de la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance de l'Ouémé sont entrés en contact avec les autorités policières de la localité pour vérifier l'information. Des retours qui sont parvenus au ministère des Affaires sociales et de la microfinance, il n'y a pas d'enfants en danger actuellement dans la commune. Ce que nous avons appris est qu'il y a une maison à Béomé, une maison à étage, loués par des Ibo, les ressortissants de Nigeria. Ils ont des groupes de jeunes, des jeunes étudiants nigériens. Et ceux-là, on les oblige à pratiquer leur activité de cybercriminalité. C'est des cybercriminels en réalité. Ce n'est pas des petits enfants. Le moins âgé dans le groupe aurait 18 ans environ. Pendant ce temps, je crois que leur activité est au ralenti et ces jeunes-là, ils sont au nombre de 31, plus précisément. Ces jeunes-là ont des difficultés pour survivre puisque leur chef de file ne leur donne pas l'autorisation de sortie. Et c'est un parmi eux a écrit une petite lettre et a jeté dans une maison voisine pour dire que ce qui se passe ici c'est mauvais, les gens vont mourir de faim, il y a ci, il y a ça. Donc, il y a une dame qui a alerté le chef village qui a fait le déplacement avec le commissariat de Djeregbe. C'est là qu'ils ont découvert le nombre des enfants qui sont là. Le chef de file a pris la fuite. Ils sont au nombre de 2, mais on a arrêté un. Et les jeunes ont été déplacés vers le commissariat d'arrondissement de Djeregbe. Et après, je crois qu'ils ont reçu des instructions de leur hiérarchie pour les amener à Cotonou. Ils sont aux mains des autorités de la police à Cotonou pour des enquêtes plus approfondies. C'est carrément un réseau de cybercriminels qu'ils sont allés démanteler. Je peux vous rassurer qu'il n'y a rien de tout ça. Donc prenez cette information-là comme une pure intoxication. De toutes les façons, nous venions. Il y a la protection dans notre département et il n'y a pas de danger. Si par hasard, ils ont des informations sur des cas d'enfants en détresse, le ministère des Affaires sociales détient désormais une ligne d'assistance aux enfants en situation difficile que nous avons appelée l'AE. C'est la 138, c'est une ligne verte gratuite. Ils peuvent appeler 24 heures sur 24 sans rien payer, tous les jours d'ailleurs, et dénoncer ces cas. En même temps, nous prenons action et nous délivrons et la victime et nous faisons la procédure au niveau du mise en cause. Mais à côté de tout cet engagement du gouvernement et des autres acteurs, je voudrais inviter les parents à jouer le rôle qui est le leur. C'est très important. Oui, parce qu'ils sont les premiers protecteurs de ces enfants-là. Par ces temps qui courent, les vacances et tout. Il ne faut pas commander aux enfants n'importe comment, à n'importe quelle heure. Éduquer un enfant, c'est aussi le protéger, c'est aussi veiller sur sa vie. Soulagement, liesse et fête. Ambiance de chaque année après les délibérations du baccalauréat. Un état d'âme qui précède une préoccupation, l'orientation des nouveaux bacheliers pour le reste de leur cursus. Une chose est de réussir au bac, mais l'autre est de savoir quoi faire après son diplôme. Selon Lazare Vador, consultant en stratégie éducative et coach de vie, le choix des formations doit se faire sur la base de plusieurs questions. Et ces questions, pourquoi je veux faire telle formation? Il faut que tu te renseignes d'abord sur le marché là. Combien ont déjà ce diplôme? Combien sont insérés? Combien travaillent? C'est la première question. La seconde question, comment dire, qu'est-ce qui fait ton individualité? Les gens disent souvent les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Ils ne se ressemblent pas. D'accord? C'est ta capacité à faire la différence, à montrer que toi, tu peux être le seul de la promotion à t'insérer.
Pour ces acteurs de l'éducation, les parents ne doivent pas s'imposer au choix de filière pour leur progéniture. Ils doivent juste les accompagner à faire le bon choix. Si un enfant n'est pas sur le bon chemin de choix, il faut l'aider plutôt à choisir pour qu'il aime ce qu'il veut faire. Parce que s'il n'aime pas ce qu'il veut faire, demain ce serait à cause de papa. Et parce que c'est à cause de papa là, il ne va jamais bien aimer ce qu'il fait, il ne va jamais bien faire ce qu'il fait. Donc, toujours en suivant leurs désirs, on les aide à choisir. Il ne faut pas s'imposer aux enfants, non. Les parents qui pensent qu'eux, ils n'ont pas pu faire telle formation, les enfants ont l'obligation de les faire, s'il vous plaît, laissez les enfants choisir eux-mêmes. La participation de l'enfant aujourd'hui fait partie des droits fondamentaux de l'enfant. Les parents doivent savoir que chaque enfant que vous avez est différent. Vous pouvez avoir 6 enfants, mais chacun est individuel, il est différent et il a son potentiel que vous devez détecter, accompagner. Il ne faut jamais imposer à l'enfant un métier parce qu'il ne va jamais l'aimer, il ne va jamais faire le métier là comme il faut. Laza Avador nous enseigne quelques signes annonciateurs du potentiel des enfants que les parents doivent capter pour les orienter après le bac. Je prends un exemple. Vous achetez des jouets à un enfant et il casse le jouet. Qu'est-ce qu'il fait après quand il le casse? Est-ce qu'il a tendance à reconstruire? Est-ce qu'il a tendance à fouiller ce qui est à l'intérieur pour... Tenez-vous tranquille, si c'est quelqu'un qui cherche à reconstruire, il casse mais il reconstruit, ou bien il cherche à construire autre chose avec ce que vous avez acheté. C'est un ingénieur en miniature. Il peut être un topographe, il peut être dans les bâtiments, mais c'est un ingénieur en miniature. Si c'est quelqu'un qui aime le verbe, il sait tourner le verbe, il aime parler, convaincre. Vous comprenez? C'est un avocat en miniature, c'est un journaliste en miniature. Il y a des enfants quand il est dans un groupe maintenant, c'est lui qui organise tous les jeux. C'est un leader. C'est un leader. Il est appelé à être gestionnaire plus tard ou bien à conduire, à gouverner. Il faut l'appuyer en mettant à sa disposition les outils qu'il faut. Il est aussi constaté qu'après le baccalauréat, certains apprenants se retrouvent dans l'incapacité de poursuivre leurs études faute de moyens financiers. À cela, il existe des palliatifs. Les enfants qui vont se retrouver dans ces cas, c'est-à-dire qui n'ont pas les moyens, dont les parents n'ont pas les moyens pour les envoyer plus loin dans les études, je ne peux que pour le moment les encourager à choisir ce qui est à leur portée tout de suite, à commencer quelque chose d'abord. Tout en étant en formation, vous pouvez penser à une autre formation parallèle qui puisse vous permettre d'abord, en 2 ans, de commencer à faire quelque chose. En 2 ans au plus, c'est vrai qu'il n'y a plus le BTS aujourd'hui, mais en 2 ans au plus, vous pouvez commencer à faire quelque chose et joindre à cela la formation que vous êtes en train de faire. L'entrepreneuriat n'est pas né pour être né. L'entrepreneuriat est né pour que chacun de nous puisse s'orienter. Si tu ne veux pas faire les facultés, mais va t'inscrire dans une formation pour te retrouver un peu dans la vie active. C'est en cela que je salue le chef de l'État pour avoir accompagné ce mouvement à ce que l'entrepreneuriat prenne, c'est-à-dire constitue un volet social pour lui, histoire de permettre à nos jeunes étudiants de pouvoir se retrouver. Les parents doivent être présents dans la vie de leurs enfants. Sur le terrain, le constat est amer. Beaucoup de parents aujourd'hui ont fui leurs responsabilités, aussi bien dans l'accompagnement à la maison, dans la prise en charge à la maison, dans l'éducation à la maison, que dans l'orientation même de leurs enfants. Et c'est un sujet vague. Chers parents, vous êtes interpellés. Chers enseignants, vous êtes là et je vous remercie, je vous félicite. Vous avez une part de responsabilité dans l'orientation des enfants, dans l'appui des enfants au développement de leurs compétences. Ce n'est pas que les parents. Les parents doivent être en amont et en aval, à l'école, à la maison et partout. Mais sachez une chose, votre place, personne ne peut la prendre. L'enseignant ne peut pas prendre votre place. Quelqu'un du marché ne peut pas prendre votre place. Parents et apprenants sont donc invités à faire le choix judicieux pour l'avenir. Pour
fidèle à ton destin, nous serons tous unis. Un peu, un but, une foi, pour une Afrique unie. 18 août 2020, 18 août 2024. Ce jour marque le 4e anniversaire du renversement de Ibrahim Boubacar Keïta suite à un coup d'état militaire installant le Mali dans une transition politique dirigée aujourd'hui par le colonel Assimi Goïta. 4 ans après, des attentes subsistent sur les engagements des autorités militaires. Après le coup d'État d'août 2020, une période de transition de 18 mois a été fixée à partir de septembre 2020. Toutefois, en mars 2022, cette période entrecoupée par la rectification de la transition en mai 2021 a été prolongée de 24 mois, ce qui avait conduit à la levée des sanctions économiques imposées par la CEDEAO. En septembre 2023, l'élection présidentielle initialement prévue pour février 2024 a été reportée en raison du vol présumé de données biométriques par une société française. Bien que les autorités aient affirmé avoir récupéré ces données, aucune nouvelle date pour les élections n'a été fixée depuis lors, ce qui continue d'alimenter l'incertitude quant au retour à un régime civil. Sur le plan sécuritaire, le Mali fait face à une aggravation des violences. Les attaques djihadistes se sont multipliées, passant de 583 en 2020 à plus de 900 en 2023. Les tensions intercommunautaires se sont également intensifiées, exacerbant une situation déjà critique. De plus, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, après 10 ans de présence, a mis fin à ses opérations en décembre 2023. Laissant un vide sécuritaire important. Le retrait des forces françaises de l'opération Barkhane, complété le 15 août 2022, a également contribué à cette détérioration de la sécurité, marquant la fin d'une coopération militaire clé pour le pays. Pour y faire face, le pays a renforcé sa coopération avec la Russie, faisant dans le même temps recours à des instructeurs russes qualifiés de mercenaires du groupe Wagner par les chancelleries occidentales. De plus, l'économie malienne, déjà fragile, a subi un coup dur avec les sanctions économiques imposées par la CEDEAO en 2022. La croissance initialement prévue à 0,9% en 2021 a plongé dans la récession en 2022 avec un taux de 1,2%. Les tentatives du gouvernement pour relancer l'économie n'ont pas réussi à inverser la tendance. Parallèlement à cette situation, les autorités sont accusées de violation des droits de l'homme avec des arrestations arbitraires et une répression accrue des voix dissidentes. Le Sénégal a placé avec succès son premier satellite en orbite, a annoncé le président Bassirou Diomaye Faye, jugeant que ce lancement marque un pas majeur vers la souveraineté technologique du pays. Nommé Gainsat 1A, ce satellite a décollé depuis la base de lancement de Vandenberg en Californie, a indiqué le dirigeant sénégalais sur le réseau social X vendredi soir. Transporté par une fusée SpaceX Falcon 9, ce satellite fait partie d'une mission spatiale qui a permis d'envoyer depuis les États-Unis 115 autres petits satellites en orbite dans le cadre de la mission Transporter 11. Gainsat 1A a été construit par le Sénégal en collaboration avec le Centre spatial universitaire de Montpellier. Le nanosatellite est conçu pour surveiller le territoire sénégalais et collecter des informations pour les services économiques et environnementaux du pays. Selon l'Union africaine, le Sénégal est devenu la 12e nation du continent à lancer son satellite dans l'espace. Les travailleurs humanitaires au Darfour signalent une aggravation inquiétante de la situation humanitaire. À cause de la guerre au Soudan, les conditions de vie approchent dangereusement de la famine. Pour décrire l'ampleur de cette crise, le chef de la mission de Médecins sans frontières au sud du Darfour parle de malnutrition chronique.
Nous avons des enfants de plus d'1 an qui semblent avoir 4 ou 5 mois dans le centre de nutrition thérapeutique. Ils souffrent de malnutrition, ils ne peuvent pas marcher. Ces enfants sont atteints de malnutrition chronique aggravée par une malnutrition aiguë. Ils sont là et il est très difficile de les traiter, car leurs parents n'ont pas les moyens de venir chaque semaine pour chercher les aliments thérapeutiques nécessaires. L'accès à l'aide humanitaire, déjà entravé par les conflits et l'effondrement des infrastructures, place la mission de MSF en état d'urgence, particulièrement depuis la rupture du pont de Murnei, principale voie d'approvisionnement. Nous devons être en mesure d'accéder à un grand nombre de personnes, à la fois par l'approvisionnement des acteurs humanitaires et des ONG, mais aussi par l'aide internationale via les Nations Unies. Il ne s'agit plus seulement de réparer le pont de Murnei qui était la seule ligne d'approvisionnement fonctionnelle. Il est également crucial de parvenir à un accord pour permettre un accès humanitaire sécurisé. Les négociations sans résultat à Genève ont conduit le gouvernement soudanais contrôlé par l'armée à envoyer une délégation au Caire ce lundi. La mission rencontrera des responsables américains et égyptiens dans une tentative de résoudre ce conflit qui perdure depuis 16 mois. Ce jeudi, des milliers de fidèles ont afflué vers le sanctuaire marial de Mugera, situé au cœur du Burundi, à plus de 150 km de Bujumbura, pour célébrer l'Assomption. Ce lieu sacré, qui revêt une grande importance pour l'Église catholique, est également reconnu pour son héritage culturel et historique. C'est une montagne qui a été toujours considérée comme une montagne sacrée, même avant l'évangélisation. Elle était considérée comme une montagne sacrée parce que c'était un domaine royal avec ses dieux. Les dieux c'était des sorciers. Le sanctuaire a également attiré des pèlerins au-delà des frontières burundaises. Une délégation de pèlerins de l'Espérance de Kisangani, venus de la République démocratique du Congo, a fait le déplacement pour implorer la protection divine sur leur pays. Les pèlerins de l'Espérance de l'archidiocèse de Kisangani, dans la République démocratique du Congo, demandent la miséricorde de Dieu pour leur pays. Par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, notre mère et mère de l'Église, Notre-Dame de l'Assomption, puisse épargner leur pays de la guerre. Consacré le 15 août 1961, le sanctuaire marial de Mugera accueille chaque année environ 200 000 pèlerins à l'occasion de la fête de l'Assomption. Parmi les personnalités présentes figurait le président burundais Evariste Ndayishimiye, accompagné de son épouse, pour marquer l'importance nationale de cet événement. Le 44e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, s'est ouvert ce samedi à Harare, la capitale du Zimbabwe. Elias Magosi, secrétaire exécutif, a exprimé sa solidarité avec les États membres touchés par la variole du singe. Le sommet a exprimé sa solidarité et son soutien aux États membres touchés par la variole. Il a par ailleurs demandé à l'Organisation mondiale de la santé et au Centre africain de prévention des maladies de mettre à disposition les ressources nécessaires à la lutte contre la variole dans la région. Dans son discours de bienvenue, le président Emmerson Mnangagwa s'est dit honoré d'accueillir le sommet qui fixera les priorités de développement pour l'année à venir. Il a remercié les membres de la SADC pour leur résistance face aux pressions occidentales visant à isoler le Zimbabwe. Chaque président avance avec sa propre vision de la région. Si je devais porter ma propre vision, je ferais en sorte de préciser la vision de la région. Je respecterai le projet de la région. À l'issue de ce sommet très axé sur l'appel à la paix dans la région, les États membres de la SADC ont décidé d'organiser une réunion urgente pour coordonner une réponse régionale au virus Mpox.
Des détenus se sont évadés d'une prison de la ville côtière de Saint-Marc dans le centre d'Haïti vendredi. Lors d'une conférence de presse à Port-au-Prince, le porte-parole de la police nationale d'Haïti, Michel-Ange Louis-Jeune, a déclaré que 11 détenus soupçonnés de s'être évadés ont été tués lors de fusillades avec la police. Dans échange coup de balle avec la police, dans un échange de tirs avec la police, 11 détenus évadés ont été tués. Les Kenyans sont là pour nous accompagner quand leur présence est requise. Si les forces locales sont présentes, ils pourront les épauler. Leur principale mission est l'accompagnement des forces locales. Il s'agit de la 3e évasion de prison cette année en Haïti. En mars, des gangs avaient libéré des milliers de détenus après avoir pris d'assaut les 2 plus grandes prisons du pays dans la capitale, Port-au-Prince. Une violente bagarre a éclaté au Parlement turc lors d'un débat sur la détention du député Kan Atalay, incarcéré pour des accusations considérées comme politiques. Alors qu'Ahmed Sik, député d'opposition, critiquait le gouvernement, un législateur du parti au pouvoir l'a attaqué physiquement, déclenchant une rixe qui a impliqué des dizaines de députés. Au moins 2 élus de l'opposition ont été blessés. Ces scènes largement diffusées sur les réseaux sociaux ont abouti au rejet de la restitution du mandat de Kan Atalay, malgré les décisions de la Cour constitutionnelle en faveur de sa libération. Déchu en janvier de son mandat parlementaire, Kan Atalay est un avocat de gauche membre du Parti des travailleurs de Turquie. Kan Atalay est accusé d'avoir cherché à renverser le gouvernement en 2013, alors que le pays était touché par une vague de manifestations sans précédent. Alors que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que les épidémies de variole en cours en République démocratique du Congo et ailleurs en Afrique constituaient une urgence mondiale, Chloé Orkin, professeure à l'Université de Londres, sait que cette nouvelle souche de variole va inévitablement se répandre au Royaume-Uni. Il est inévitable que cette nouvelle souche de la variole qui a débuté en 2024 en République démocratique du Congo et qui s'est maintenant répandue dans au moins 9 pays voisins, arrive au Royaume-Uni par le flux des voyageurs internationaux. Cela ne veut pas dire qu'elle se propagera largement au Royaume-Uni, car nous avons la capacité de diagnostiquer et de rechercher les contacts, ainsi que de vacciner les personnes qui ont été exposées à la maladie. L'épidémie de variole de 2022, qui s'est déclarée dans plus de 70 pays, a été ralentie en quelques mois, en grande partie grâce au programme de vaccination et aux médicaments mis à la disposition des populations à risque dans les pays riches. Mais aujourd'hui, le stock de vaccins est insuffisant pour aider les pays les plus touchés. La déclaration d'une urgence de santé publique de portée internationale est utile, car elle permet l'homologation d'urgence du vaccin dans ces pays. Il y a eu quelques promesses de dons provenant des stocks en Europe et aux États-Unis, mais il ne s'agit que d'environ 250 000 doses, alors que des millions de doses sont nécessaires. L'entreprise qui fabrique le vaccin ne le commercialise pas en Afrique et affirme qu'elle s'appuiera sur des dons à ces pays. Mais les besoins se chiffrent en dizaines de millions de doses. Le Congo et plusieurs autres pays africains sont particulièrement touchés, avec 96% des cas et décès enregistrés dans cette région. Bien que les autorités congolaises aient demandé 4 millions de vaccins aux donateurs, elles n'en ont encore reçu aucun. Une attaque israélienne sur le centre de Gaza a tué au moins 18 personnes, dont une famille de 15 membres ce samedi à l'aube, selon les autorités sanitaires. La frappe a touché une maison et un entrepôt adjacent, abritant des personnes déplacées à l'entrée de la ville de Zawaïda, a-t-on appris auprès de l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa, où les victimes ont été transportées. Abu Jawad était un grossiste bien connu qui faisait venir de la viande et du poisson de l'intérieur d'Israël. Il est connu en Israël. Cet entrepôt lui appartenait. Il disposait de congélateurs pour la viande. Il avait l'habitude de vendre de la viande et du poisson aux gens et de leur donner des produits gratuitement. C'était un homme pacifique. Plus de 40 personnes étaient réfugiées ici. Jusqu'à présent, il y a eu 16 martyrs, dont des enfants et des mineurs, tous des civils.
une famille de civils. Le porte-parole de la défense civile, Mahmoud Bassel, a confirmé la mort de ces civils dans la frappe aérienne qui a visé leur maison et des entrepôts adjacents à El Zawaïda. Le responsable a identifié les victimes, dont 9 âgés de 2 à 17 ans, comme appartenant à la famille Ajlah.